Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents encore une fois avec nous aujourd'hui en si grand nombre pour ce webinaire du RISIC du 23 janvier 2024. Donc, on est toujours ravis de vous retrouver ici à chaque semaine. Mon nom est Marc-André Maheu-Cadot, je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné de Josée Côté, qui est également directrice scientifique pour le RISIC, ainsi que Mme Céline Gélina, qui est directrice scientifique pour le RISIC et également une de nos conférencières aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter nos conférencières dans quelques instants, mais avant, simplement vous préciser, comme toujours, que lors des webinaires, vous pouvez poser vos questions par la fonction questions-réponses au bas de votre écran. Vous êtes quand même plusieurs, donc on vous encourage toujours à utiliser cette fonction afin de poser vos questions à nos conférenciers et conférencières. Il va y avoir une période d'échange à la fin du webinaire et où je pourrai transmettre vos questions à nos conférenciers et assurer également la modération des échanges. Donc, sans plus attendre, le webinaire d'aujourd'hui a pour titre le casse-tête de la mesure, perspectives pratiques, défis et perspectives pratiques et scientifiques. Et ce webinaire nous est présenté par Mme Céline Gélina et M. Patrick Lavoie. Donc, Mme Céline Gélina est professeure titulaire à l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill et chercheuse au Centre de recherche en sciences infirmières et Institut Lady Davis de l'Hôpital général juif du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Elle est également, comme je vous le disais, co-directrice du réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec, le RISIC. Elle possède une expertise dans la gestion de la douleur en soins critiques. Ses travaux de recherche ont mené au développement d'outils valides pour l'évaluation de la douleur et adaptés à la capacité de communication des clientèles en soins critiques. Elle a participé au développement et à la mise à jour de guides de pratique exemplaires en gestion de la douleur au niveau national et international. Reconnue comme chef de file dans la profession infirmière, elle a obtenu la désignation de Fellow de l'Académie canadienne des sciences infirmières en 2022. Donc, merci beaucoup, Mme Gélina, d'être avec nous. Et nous avons également avec nous M. Patrick Lavoie, qui est professeur agrégé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheur boursier à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ses travaux de recherche se concentrent sur la formation des infirmiers et infirmières et des autres professionnels de la santé en soins critiques. Il s'intéresse particulièrement à mieux comprendre l'apprentissage de la prise de décision et du jugement clinique dans les situations où la vie des patients est en danger. Il détient une expertise de l'innovation en formation, de l'apprentissage expérientiel et de stratégies pédagogiques diverses, notamment la simulation clinique et le debriefing. Grâce à une subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation, il a fondé un laboratoire mobile d'études des mouvements oculaires pour mieux comprendre les jugements et les décisions cliniques des professionnels de la santé. Donc, merci encore infiniment à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole et je vous retrouverai pour ma part à la fin de l'activité pour les échanges. Merci beaucoup, Marc-André. Merci pour cette opportunité. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de présenter avec mon collègue Patrick sur une thématique qui nous rejoint et qui nous passionne. Donc, les objectifs de ce webinaire là, que vous avez déjà consulté, donc on va faire un bref survol de la terminologie dans le domaine de la théorie classique jusqu'à l'approche un peu plus contemporaine ou moderne. On va aussi faire un certain survol sur les principales stratégies au niveau du développement, de la validation d'instruments de mesure en santé. Et puis, Patrick va vous partager une expérience avec l'utilisation du système COSMIN dans la sélection d'instruments de mesure. Et on va se garder du temps aussi à la fin là, pour pouvoir prendre vos questions, échanger sur certains défis et des stratégies que vous avez trouvées utiles dans vos projets. Donc, c'est moi qui vais débuter, dans le fond, le webinaire, puis après, par la suite, ce sera Patrick qui partagera son expérience avec le système COSMIN. Donc, juste pour se tourner vers le passé, donc d'où on vient avec dans le domaine de la mesure. Donc, la théorie classique que l'on connaît bien là, sous ce terme, dans le fond, la validité, ça vise à établir jusqu'à quel point un instrument mesure le concept ou le construit qu'il est supposé mesurer. Et c'est encore une définition qu'on utilise aujourd'hui. Et puis, au sein de cette théorie-là, il y a trois types de validité qui ont été identifiés. La validité de contenu, la validité de construit
et la validité de critères. Donc ça vient de Crumbach et Mill dans les années 1950. Donc, trois types de validité. Le contenu, on s'intéresse principalement, est-ce que les énoncés, les questions sont claires, sont pertinentes et représentatives du concept qu'on veut mesurer. Le construit, on est plus intéressé aux associations qu'il y a entre les énoncés, puis à quel point il y a une cohérence avec le concept à mesurer. Et la validité de critères inclut, dans le fond, introduit une mesure de référence qui est reconnue dans le domaine qui nous intéresse. On va en parler un petit peu plus en détail là, dans les prochaines diapos. Donc, quelques décennies après l'introduction à la théorie classique, bon, il y a d'autres auteurs qui ont un peu critiqué les limites de cette théorie-là. Comme quoi la vision était plutôt fragmentée et incomplète et ne tenait pas vraiment compte de l'implication, de l'interprétation des scores qu'on obtenait de ces instruments-là dans la pratique et dans la société. Donc ça, c'est Messick un peu qui a introduit les échanges et les discussions à ce sujet-là. Donc, ça nous amène vers une vision un peu plus qu'on appelle contemporaine ou moderne de la validité, où est-ce que différentes associations là, se sont un peu penchées sur la définition et puis qui est beaucoup plus orientée vers les preuves ou les données probantes, puis l'interprétation, dans le fond, des scores de ces instruments-là. Donc, au lieu de parler de trois types de validité, cette approche contemporaine-là, dans le fond, est basée sur des preuves qu'on va aller amasser au niveau du contenu de l'instrument, les processus de réponse ou des tests d'hypothèse qu'on va émettre en lien avec l'utilisation de l'outil ou de l'instrument. La structure interne, donc, dépendamment de ce qu'on veut mesurer, des fois, on a une théorie à l'appui qu'on peut aussi vérifier jusqu'à quel point les énoncés représentent bien la théorie comme telle. L'association avec d'autres mesures ou variables et les conséquences qui sont plus reliées aux bénéfices ou aux défis associés à l'utilisation d'un instrument. Donc, dans le fond, c'est une façon de représenter un peu la même chose, mais avec une différente terminologie. Ce qui est important dans le domaine de la mesure, c'est de toujours se référer aux caractéristiques de l'instrument. Donc, principalement, on parle de trois caractéristiques et j'ai laissé les termes en anglais parce que j'aime bien les trois W. Donc, le what pour le but d'utilisation, le who pour la population et le where pour le contexte d'utilisation. Donc, en fait, un instrument peut se montrer valide dans un but précis pour une population spécifique et dans un contexte donné. Donc, si on veut utiliser un instrument dans une population différente ou dans un autre contexte de soins ou de vie, à ce moment-là, ça nécessite une nouvelle validation de l'instrument pour appuyer sa validité. Donc, au niveau des stratégies de développement des énoncés, il n'y a pas vraiment de recette à suivre en passant. Donc, il y a différents modèles qui peuvent être utilisés. Puis, il faut vraiment, dans le fond, utiliser des approches qui vont faire du sens, qui vont être pertinentes en lien avec qu'est-ce qu'on veut mesurer. Donc, on peut combiner différentes sources d'informations. C'est sûr que la revue de littérature, c'est toujours un bon point de départ. Donc, de bien définir le concept ou le construit à mesurer. Des fois, il peut exister des théories qui vont nous guider dans la façon d'évaluer le concept.
Donc la revue de littérature est toujours le point de départ, je dirais, qui fait du sens, là, peu importe l'instrument qui nous intéresse. Ou si on veut sélectionner un outil, on va aller voir qu'est-ce qui existe. Est-ce que ça s'applique à la population qui nous intéresse et dans le contexte dans lequel on veut l'utiliser? Et bon, si on trouve des fois des instruments, qui sont en lien avec notre concept, mais on vise une nouvelle population ou un autre contexte d'utilisation, ben, à ce moment-là, on peut, nécessiter, devoir faire une adaptation du contenu. Donc, il peut être pertinent d'aller chercher d'autres sources pour aller adapter le contenu, même si on ne développe pas un nouvel outil. De consulter les utilisateurs concernés. Donc, si c'est une mesure auto-rapportée, puis c'est auprès des utilisateurs de soins, ou des citoyens, ben, à ce moment-là, ben, c'est concret d'aller, consulter directement, les utilisateurs concernés. Si c'est les professionnels, ben, à ce moment-là, on va consulter les professionnels. Si la mesure d'intérêt est plus une mesure observationnelle, ben, à ce moment-là, on peut aller chercher des données par l'observation clinique pour alimenter, dans le fond, qu'est-ce qui serait pertinent à aller mesurer, observer et aller chercher des experts dans le domaine. Donc, les experts peuvent être des chercheurs, mais ils peuvent être aussi des éducateurs, ils peuvent être des gestionnaires, ça peut être des patients partenaires aussi. Donc, les experts peuvent provenir de différentes populations. Et la recherche qualitative est souvent utilisée, notamment lorsqu'on développe des nouveaux outils, parce qu'on a besoin d'aller chercher dépendamment de ce qu'on mesure évidemment, mais on peut avoir besoin d'aller chercher la signification, puis de l'entendre, des utilisateurs concernés, ça va alimenter dans le fond, le développement des énoncés. Une étape, très importante, dans le développement, puis on le voit aussi comme stratégie de validation, mais c'est quand même une étape, qui s'insère, très bien au niveau du développement des énoncés, c'est la validation de contenu. Donc une fois qu'on se fait une liste, d'énoncés, ben, on veut aller, valider ou évaluer si, ces énoncés-là, ben, premièrement, s'ils sont clairs, s'ils sont pertinents et représentatifs de qu'est-ce qu'on veut mesurer. Et le pré-test, peut être utile aussi, pour aller faire des modifications dans les questions si la question n'est pas claire ou ça permet d'aller chercher d'autres inputs, dans le fond, auprès des populations ciblées. Donc, si vous avez, dans le fond, une figure là, que j'ai pris d'un article là, de Boateng, qui montre trois étapes principales là, dans le développement. Puis, donc, vous voyez ici la première étape qui est le développement des énoncés, puis le développement de l'échelle ou de l'outil. Ben, à ce moment-là, on peut faire des analyses un petit peu plus avancées pour aller faire du ménage et réduire le nombre de questions si on veut évidemment avoir un questionnaire qui est assez court à administrer. Puis à la fin, ben, c'est vraiment l'évaluation. Donc, tout ce qui est stratégie de fidélité et de validité arrive plus vers la fin. Mais je vous dirais qu'il y a différents auteurs qui s'intéressent au domaine de la mesure et puis ils vont présenter des fois les étapes de façon un peu différente, mais de façon globale, on arrive au même résultat et puis on peut des fois revenir en arrière pour après avancer. Donc, il n'y a pas vraiment de recette magique en mesure. Il faut vraiment s'adapter à ce qui nous intéresse, puis voir qu'est-ce qui est le mieux là, dans le fond, là, en termes de faisabilité également. Donc, dans l'approche contemporaine de la validité, on s'intéresse davantage à l'interprétation des scores, comme je mentionnais, puis voir si c'est bien enligné, dans le fond, avec le but d'utilisation de l'instrument. Donc, les fameuses trois caractéristiques que j'ai présentées tout à l'heure sont toujours importantes à garder en tête, le but, la population et le contexte. La validité est davantage vue comme un résultat, donc un concept qui est plus unifié plutôt que d'avoir
la trinité ou les types de validité. Donc, la validité, c'est vraiment le outcome final et la validation est un processus qui peut être continu. Donc, un livre que j'utilise dans, dans mes cours, dans ma recherche. Donc, je trouve que c'est bien vulgarisé, mais il en existe d'autres, là, mais c'est le livre de David Striner. L'édition qui est disponible en ce moment, c'est la 5e édition de 2015, mais la 6e édition sera disponible à partir du printemps 2024. Présentement, en tout cas, il est mentionné qu'elle serait disponible à partir du 30 avril. Donc, si jamais c'est une ressource qui vous intéresse, moi, je vous dirais attendez la 6e édition parce qu'elle arrive prochainement. Donc, pour les stratégies comme telles, on a parlé beaucoup de validité jusqu'à présent, mais la fidélité demeure une condition quand même nécessaire à la validité, mais insuffisante pour conclure qu'un outil est valide. Mais il faut vérifier la validité parce qu'elle est nécessaire. Donc, la fidélité réfère à l'erreur de mesure. Donc, dans tout instrument, il y a toujours une erreur de mesure. Le score qu'on observe combine dans le fond le score vrai et de l'erreur de mesure. Et l'erreur de mesure peut parvenir de différentes sources. Donc, elle peut parvenir du participant, de l'évaluateur, si c'est une mesure observationnelle par exemple, ou de l'équipement, si on utilise de l'équipement. Donc, si l'équipement est mal calibré, ça va contribuer à la source d'erreur. Au niveau des stratégies de fidélité, les principales qu'on voit quand même fréquemment là, au niveau de la validation d'instruments de mesure, il y a la cohérence interne. Dans le fond, la cohérence interne s'intéresse principalement à voir si les énoncés sont reliés entre eux. Donc, ce n'est pas nécessairement pertinent pour tout type d'instrument de mesure. Donc, il faut qu'il y ait une corrélation entre les énoncés pour utiliser de la cohérence interne. Si vous vous intéressez à un checklist, par exemple, sur des facteurs de risque ou des événements de vie, ben, les énoncés ne sont pas nécessairement reliés entre eux. Donc, à ce moment-là, de vérifier une cohérence interne, ben, ça peut être discutable parce que, ben, premièrement, le résultat va être mauvais parce que une une des hypothèses de base de la cohérence interne, c'est qu'il y a une corrélation entre les énoncés. Donc, s'ils ne sont pas reliés entre eux, ben, il n'y a pas vraiment de pertinence à aller évaluer la cohérence interne. Mais pour les autres types d'instruments où est-ce qu'on a différentes dimensions dans le concept, on a plusieurs énoncés, ben, à ce moment-là, c'est pertinent de la vérifier. Puis le coefficient qui est très populaire, c'est le coefficient alpha de Crumbach. Mais c'est sûr que dépendamment du type de choix de réponse, il y a des coefficients alternatifs qu'on peut aller chercher. Pour ce qui est de mesures observationnelles, par exemple, lorsque c'est l'infirmière qui évalue le patient, dans le fond, à l'aide d'un outil, ben là, la fidélité interjuge devient extrêmement pertinente parce qu'on veut s'assurer que si on a deux infirmières qui évaluent le même patient en même temps, elles vont obtenir des scores similaires. Donc, ce sera une stratégie de fidélité à regarder dans ces types de mesures-là. Si la fidélité interjuge est pas optimale, ben, des fois, ça peut venir, de différentes sources d'erreurs, mais ça peut venir aussi de l'évaluateur. Donc, comme dans mes projets, en lien avec l'évaluation de la douleur, je vérifie toujours l'interjuge avec, l'échelle d'observation de comportement de douleur et puis quand l'interjuge est moins bon, hem ben, je vais vérifier au niveau de l'intrajuge pour voir si c'est pas un juge en particulier ou un évaluateur, qui, ben, dans le fond, qui était, moins compétent que les autres dans l'utilisation de l'outil parce que des fois, ça peut être ça. Des fois, ça peut être que la formation est pas assez complète, mais des fois, ça peut être
un évaluateur qui a besoin d'un peu plus de formation pour atteindre le même niveau de compétence. Donc, l'intra-juge n'est pas nécessaire en tout temps, mais deviendra pertinent si l'interjuge est moins satisfaisant. Et le test-retest, qui est un peu l'équivalent de l'intra-juge, mais on peut l'évaluer avec des mesures auto-rapportées, c'est pour des concepts qui sont un peu plus stables dans le temps. On peut prendre deux intervalles de mesure et puis vérifier la concordance des scores. Pour ce qui est d'études, je dirais d'interjuge ou d'accord, il y a des guidelines qui existent. Donc, je vous ai mis la référence ici. Pour ce qui est de coefficients, de façon générale, en recherche, on vise au moins 1,6, mais quand c'est des outils pour usage clinique, donc pour dépister, par exemple, un risque de plaie ou quand on veut vraiment faire plus une application pratique, bon, les auteurs sont un peu plus sévères, puis vont tendre plus vers un coefficient plus élevé. Donc, au niveau de la validation, des stratégies de validation, ben, comme vous avez vu au début, on parlait de 3 types de validité. Si on est plus dans la terminologie contemporaine, on va parler de stratégie de validation et on va davantage parler de validation de contenu. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire appel aux experts. Il y a différents types de coefficients qu'on peut utiliser aussi pour vérifier le contenu. Ceux qu'on voit beaucoup en sciences infirmières, c'est l'indice de validation de contenu, en anglais le CVI ou IVC, qui peut être calculé au niveau de l'énoncé lui-même, mais au niveau aussi de l'échelle totale, donc de l'ensemble, dans le fond, des énoncés. Ensuite, il y aurait la validation de construit. Donc là, on s'intéresse à la structure interne. Souvent, on va faire référence à des analyses factorielles, que ce soit exploratoires ou confirmatoires. Et il y a aussi différents types de stratégies qu'on peut aller vérifier avec certains instruments. Donc, la validation convergente ou discriminante. Donc, convergente, c'est qu'il y a une association avec un autre outil qui mesure le même concept. Puis discriminante, bon, on s'attendrait à ce que notre instrument ne soit pas associé à des scores d'un outil qui mesure autre chose qui n'est pas relié. Et la validation discriminative, lorsqu'on a des groupes connus, différents ou on évalue dans des conditions différentes, bon, on a des attentes par rapport au score de l'outil. Et le fameux responsiveness, qui est dans le fond un peu relié au test d'hypothèse, donc au processus de réponse qu'on a vu dans l'approche contemporaine. C'est la capacité, dans le fond, à mesurer un changement de façon, on s'intéresse davantage à l'aspect cliniquement important. Et la validation de critères va être applicable dans certains cas. Pour la douleur, il y a une mesure de référence qui est reconnue dans le domaine, c'est l'auto-évaluation par la personne qui expérimente la douleur. Mais dans d'autres domaines, comme pour l'évaluation de la sédation, par exemple, il n'y a pas de critères qui existent. Donc, dépendamment de ce qu'on mesure, c'est une stratégie qui va s'appliquer ou non. Donc, sous la validation de critères, il y a la validation concurrente ou prédictive. Concurrente, c'est lorsqu'on évalue avec les deux outils en même temps, puis prédictive, c'est lorsqu'on a la mesure de référence plus tard. Puis l'analyse de Courberock est souvent utilisée là, en santé pour identifier différents problèmes, mais encore là, ça prend une mesure de référence dans le domaine. Donc, dépendamment du type d'instrument, puis ici, vous avez un exemple là, de type d'instrument en douleur, donc une échelle unidimensionnelle. Donc, si je demande à un patient d'évaluer sa douleur de 0 à 10, j'ai une seule question avec un score qui varie de 0 à 10. Il y a des questionnaires multidimensionnels, donc avec différentes dimensions et plusieurs questions, ou des mesures observationnelles. Donc, dépendamment du type, bien, certaines stratégies vont s'appliquer et d'autres non. Donc, la cohérence interne, c'est davantage applicable si j'ai plusieurs questions, mais pas, ça ne peut pas s'appliquer avec une échelle à un seul énoncé.
une mesure observationnelle, ben, j'ai besoin d'aller voir l'interjuge et l'intrajuge au besoin. Et pour la validité, ben, c'est la douleur là, dans tous les cas. Donc, validation de contenu, vous voyez, ça revient, peu importe le type. Et selon le type d'échelle au niveau des autres stratégies, ben, il y a certaines stratégies qui seront plus pertinentes que d'autres. Donc là, je vais conclure rapidement avec cette section-ci. Donc, avant que Cosmine soit publié, je faisais partie d'un groupe qui développait, dans le fond, des pratiques exemplaires sur l'évaluation de différents problèmes aux soins intensifs, la douleur, la sédation, le délirium. Puis on n'avait pas de système d'évaluation parce que Cosmine n'était pas publié à l'époque. Donc, on avait développé un système d'évaluation qu'on avait fait valider par des experts en mesure. Donc, vous pouvez voir que validation de contenu, on regardait ça, peu importe le type d'échelle. Au niveau de la fidélité, ben, la cohérence interne ne s'appliquait pas à des échelles de sédation parce que c'est un item, donc on ne peut pas l'appliquer. Au niveau de la au niveau de la validation, pardon, en sédation, ben, comme je mentionnais, il n'y a pas de mesure de référence, donc tout ce qui est validation de critères ne s'appliquait pas. Mais au niveau des conséquences, donc tout ce qui est relié faisabilité, implantation, ben ça s'appliquait peu importe le type d'outil. Et on s'était établi un système pour, dans le fond, évaluer la qualité des différentes échelles dans le domaine. Donc, en résumé, je dirais qu'il n'y a pas de recette magique, puis il n'y a pas de liste à suivre. Il faut vraiment y aller selon le domaine et selon ce qui est pertinent de faire. Et les stratégies doivent être réfléchies et pertinentes en lien avec le but d'utilisation de l'instrument de mesure. Et la validation de contenu, bien qu'elle ne soit pas si documentée dans les écrits, reste une étape, je dirais, cruciale à tout type d'instrument de mesure. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Patrick qui va vous parler de son expérience, lui, avec le système Cosmine. Oui, merci beaucoup, Céline. En fait, c'est intéressant de nous avoir mis ensemble pour présenter parce que Céline, vous l'aurez remarqué, est une experte incontestée dans la mesure et l'évaluation. Alors que moi, c'est un intérêt que j'ai, mais c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai approfondi avec autant de détails. Donc, on trouvait ça intéressant de partager cette expérience-là que j'ai eue avec le système Cosmine. Euh, Puis de vous présenter un peu comment ça s'attachait à mes préoccupations comme chercheur qui n'est pas nécessairement spécialisé, mais qui peut avoir un intérêt dans ces questions-là. Donc, pour vous donner un peu de contexte, moi, je travaille sur la formation à la prise de décision en soins critiques. La prise de décision en tant que telle, c'est un concept qui a plusieurs facettes, différentes interprétations, plusieurs théories. On a des perspectives qui viennent de plein de disciplines différentes. Donc, c'est un champ qui est quand même assez populeux, pour le dire comme ça. Et il n'y a pas nécessairement de définition consensuelle ou universelle de ce que ça veut dire, de c'est quoi la prise de décision. Et évidemment, il y a différents outils d'évaluation ou instruments de mesure qui existent dans ce domaine-là. Et on sait que la prise de décision, en fait, ça dépend beaucoup du contenu, de la situation ou de l'aspect clinique. Donc, si je prends une décision par rapport à une situation d'hémorragie, ben, c'est très différent d'une situation où il y a un problème pulmonaire parce que le contenu varie, puis quelqu'un peut être très expert dans un domaine, pas nécessairement avoir les connaissances dans un autre domaine. Donc, il y a tous ces aspects-là à tenir compte. Mais malgré tout, c'est quand même intéressant d'avoir une mesure ou un instrument qui nous permet de faire des comparaisons entre les études, d'avoir quelque chose qui est un peu notre, je dirais pas notre gold standard, là, c'est pas exactement ça, mais tu sais, de trouver, notre besoin, c'était vraiment d'identifier l'instrument qui était possiblement le meilleur pour avoir une mesure de la prise de décision, puis qu'on pourrait utiliser dans différents projets en sachant que ça devait être utilisé en combinaison avec d'autres modalités d'évaluation ou d'appréciation. Donc, dans ce contexte-là, on se demandait, peut-être revenir un peu en arrière, s'il te plaît, Céline. C'est ça, on se demandait quel outil privilégier. Puis surtout, en fait, ce qui était vraiment important, c'était d'avoir un argument solide. Ça fait qu'on voulait pas juste dire celui-là nous intéressait plus que les autres, on voulait avoir des données pour justifier ce choix-là dans nos demandes de subvention ou les articles et autres. On peut avancer.
Donc, ce qui nous a amené à nous intéresser à l'initiative COSMIN, c'est le Consensus-Based Standards for the Selection of Health Measurement Instruments. Donc, la mission de l'initiative COSMIN, c'est de développer la méthodologie et les outils pour améliorer la sélection d'instruments de mesure de résultats. Donc, le O, c'est, en fait, je vais revenir plus tard, mais c'est vraiment des outcome measures. Donc, c'est des résultats pour la recherche et la pratique. Moi, j'avais l'impression que Cosmin, c'était vraiment des standards pour apprécier la qualité de la mesure, mais en fait, c'est tout un ensemble d'outils qui sont disponibles en ligne, en libre accès. Donc, ils ont produit une taxonomie des différentes propriétés de la mesure. Céline vous a présenté, selon la théorie classique, les approches plus contemporaines. Eux, ils ont amené leur propre taxonomie à partir de ces référents-là. Ils fournissent aussi une base de données qui compile avec toutes les revues systématiques des propriétés des instruments de mesure. Ça fait qu'il y a une mise à jour régulièrement, puis c'est tout sur leur site Web. Ils fournissent des équations de recherche pour identifier les études de propriétés de mesure, donc quels mots-clés et mesh terms vous devez mettre dans les bases de données pour trouver ces études-là. Des listes de vérification de la qualité des études. Une méthode pour apprécier spécifiquement la validité de contenu d'un instrument. Là, donc, c'est un document en soi qui fait une centaine de pages pour vraiment bien comprendre c'est quoi l'instrument qui présente la meilleure validité de contenu dans un domaine. Et finalement, les lignes directrices pour les revues systématiques des PROMs, là, des Patient Reported Outcome Measure, donc des mesures de résultats rapportés par les patients. Fait que contrairement à mon impression initiale, on n'est pas juste dans ce dernier point-là, là, qui était vraiment ma vision de Cosmin, mais je voulais vous souligner qu'il y a différents outils, puis ça peut être utile si vous vous intéressez à la mesure. Rapidement, je voulais vous présenter la taxonomie. En fait, c'est intéressant, là, en préparant la présentation, on a eu des discussions avec Céline pour comparer, ou ben, sans comparer, mais peut-être comparer un peu, entre la taxonomie que Cosmin propose et la théorie classique, aussi les approches un petit peu plus contemporaines, où finalement, eux, ils proposent trois grandes catégories qui sont la fiabilité, la validité et la réactivité, là, le responsiveness. Donc, Céline a un peu parlé des différentes... eux, c'est intéressant parce qu'ils ne parlent pas de validation, ils parlent de validité. Ça fait que ça, c'est une différence intéressante. Par contre, quand on rentre dans chacune des boîtes, ben, c'est des aspects qui reflètent ce que Céline nous a présenté plus tôt là, avec les méthodes, puis un peu comment on s'y prend. Mais quand même, c'est la taxonomie avec laquelle ils travaillent, puis c'est comme ça qui balise le champ de la mesure pour les mesures de résultats. Donc, je vous parlais de mon expérience avec le système Cosmin. En fait, ce qu'on a fait, c'est une revue systématique qui utilisait cette méthodologie-là. Donc, je voulais vous présenter un petit peu plus en détail cette approche-là. C'est important de dire que c'est basé sur un consensus d'experts. Donc, c'est vraiment des gens qui sont spécialisés en mesure, qui se sont rassemblés et qui ont proposé cette méthode-là. Ça a été développé spécifiquement pour les PROMs, mais c'est adaptable à d'autres types d'instruments de mesure. Donc, il est écrit textuellement là, dans la méthode qu'on peut appliquer ça pour des données rapportées par des professionnels de la santé, pas nécessairement des mesures de résultats. Ça fait ils l'ont réfléchi en disant on se concentre sur les mesures de résultats rapportées par les patients, mais ça pourrait être adaptable à d'autres types d'instruments, moyennant évidemment une adaptation de la méthode. L'objectif de ces lignes directrices-là, c'est de sélectionner l'instrument le plus approprié pour mesurer un construit auprès d'une population spécifique. Donc, ça revient à ce que Céline nous parlait plus tôt, là, le contexte d'utilisation qui est très important. Et ce que nous, on trouvait particulièrement intéressant avec mon équipe, c'est que ça offre des standards et des critères pour évaluer trois choses. Donc, on a la qualité des études. Ça fait que là, on est vraiment dans une évaluation des risques de biais par rapport à comment une étude est montée. Ensuite, on a la qualité des propriétés de mesure. Donc, la valeur, par exemple, d'un alpha de Cronbach, au-delà de comment il a été apprécié, cette valeur-là en tant que telle, le chiffre, est-ce que c'est bon ou moins bon selon des critères spécifiques? Et en troisième lieu, ben, c'est la qualité des données scientifiques. Donc, qu'est-ce qu'on sait en gros sur un instrument particulier? Puis ça nous permet d'apprécier est-ce que cet instrument-là, on doit le recommander, il pourrait être recommandable, mais avec des modifications, ou encore il ne faut pas l'utiliser, on le recommande. Donc, ça nous donnait trois catégories de repères, si on veut, là, pour nous aider dans notre démarche. Puis à droite de la diapo, vous avez la méthode qu'il propose. Donc, c'est en trois grandes étapes là, qui sont la revue des écrits,
l'évaluation des propriétés de mesure puis la sélection d'un instrument de mesure. Donc, pour l'étape A, la revue des écrits, ben, c'est une méthode classique là, de revue de littérature. Ça fait qu'il n'y a rien de très particulier par rapport à ça. Si ce n'est qu'ils, comme je vous disais plus tôt, ils fournissent des filtres puis des équations pour vraiment identifier les études spécifiquement qui visent à valider les propriétés de mesure. Il faut dire aussi que quand on fait une revue Cosmin, on se concentre sur les études dont l'objectif ou le but était spécifiquement de valider les propriétés de mesure. Ce qui veut dire qu'on n'a pas à recenser tous les outils qui ont utilisé un instrument et qui rapportent un alpha de Cronbach, par exemple. On va vraiment juste aller travailler avec celles dont c'était l'objectif principal. Pour l'étape B, on parle de l'évaluation des propriétés de mesure. Donc, c'est ça, c'est comme 3 étapes. Nous, je vous en reparlerai un petit peu plus loin, mais nous, on trouve ça bien, 3 étapes. On se dit ça va bien aller. On évalue la validité de contenu. Ensuite, on évalue la structure interne, puis ensuite les autres propriétés de mesure. Mais quand vous regardez à l'intérieur de ça, vous voyez qu'il y a différents sous-points, là, puis je vais revenir plus loin. Mais pour chacune des articles qu'on identifie, il faut identifier toutes les propriétés qui ont été mesurées pour tous les instruments. Donc, par exemple, avec un article, si on évalue la validité structurelle, ils ont évalué la validité de contenu puis la fiabilité, bien, on est à 3 évaluations de 3 risques de biais, 3 propriétés de mesure, etc. Donc, rapidement, ça prend. Mon point, c'est que ça prend beaucoup de volume assez rapidement. Là, puis je vais vous montrer l'exemple qu'on a fait pour vous illustrer à quel point c'est copieux comme démarche. Puis à la fin, la dernière étape, c'est la sélection d'un instrument. Donc, d'apprécier finalement les résultats de votre revue, puis de formuler des recommandations, puis d'écrire l'article. On peut avancer. Donc, l'article est publié en 2023. Ça a été fait avec une équipe avec qui je travaille. Donc, il y avait Alexandra Lapierre qui travaille avec moi. C'est tous des gens qui sont membres du RISIC. Marc-André Mahucada, Joël Desforges, Maud Crétas, Tania Maillot. Donc, on travaillait avec moi sur ce projet-là. Comme je vous disais, donc, une revue systématique basée sur la méthodologie Cosmin. Notre objectif, c'est d'évaluer les propriétés des instruments de mesure auto-rapportés, de la prise de décision d'infirmiers, infirmières et d'étudiants et étudiantes. Donc, dans cet objectif-là, on avait la population, le construit puis le type d'instrument qui sont les critères de l'éligibilité à partir desquels on nous recommande de travailler. Fait qu'on est allé dans 5 bases de données, on a fait la sélection des articles avec Covidence et on a fait une extraction basée sur les différents formulaires Cosmin. Donc, si vous allez en ligne, il y a des outils d'extraction qui vous sont proposés. Ça fait que c'est une base, mais c'est intéressant parce que ça vous permet de partir votre extraction puis d'avoir un peu une idée de qu'est-ce que vous devez extraire de chacun des articles. Ça fait que ça, on a trouvé ça très utile pour développer notre protocole puis notre méthode. Donc, une fois qu'on a identifié les études, ben, comme je vous disais plus tôt, c'était d'évaluer la qualité méthodologique, le risque de biais. Ensuite, évaluer la qualité de chacune des propriétés selon les critères qui sont proposés par Cosmin. Puis finalement, apprécier la qualité des données selon une approche grade modifiée. Et la dernière étape, c'est la catégorisation des instruments. Donc, on propose de le faire en 3, là, comme je vous disais, quel instrument on recommande, quels instruments sont potentiellement recommandables, mais nécessitent encore des études. Puis la dernière catégorie, c'est ceux qu'on ne recommande pas à la suite de notre revue. Donc, ça, c'est des éléments de l'article. Je vous les montre, pas pour rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer ici, on a notre grille d'extraction. Vous voyez la quantité d'informations qu'on a à sortir pour chaque article. Puis j'attire votre attention sur les 2 points du bas, là, le développement de l'instrument puis les propriétés. On a résumé, mais c'est que pour chaque instrument qu'on trouve, il faut identifier plein d'informations sur comment l'instrument a été développé. Puis pour chacune des propriétés de mesure, on a un ensemble d'informations à extraire sur comment chacune a été mesurée. Ça fait que ça devient rapidement immense comme travail là, pour identifier tout ça. Ici, c'est un tableau de synthèse qui présente pour les 4 volets, en fait, là, la structure, la validité structurelle, le test d'hypothèse, la consistance interne, puis la fiabilité. Donc, nous, on a trouvé, en fait, c'était 5 instruments, si je ne me trompe pas, mais qui avaient en différentes langues. Donc, vous voyez en haut le CDMNS.
Il y avait des versions en anglais, il y avait une version en anglais adaptée, il y avait une version en portugais, puis une version perse. Donc, chacun de ces instruments-là constitue un instrument à part qu'on doit évaluer séparément des autres. Donc, c'est pour ça que nous, on les divise. Puis là, après, vous avez le détail dans ce tableau-là de combien il y avait de participants à l'évaluation à chaque étude, puis à chaque propriété. Fait quand on regarde, par exemple, la validité structurelle, ben, vous avez une appréciation de la méthode dans la colonne méthode, là, où on voit des scores qui vont de inadéquats jusqu'à très bons. Puis à côté, vous avez les valeurs quand elles étaient disponibles, avec une appréciation, est-ce que c'est bon, insuffisant, les petits plus, les petits moins. Fait qu'on fait ça pour les différentes propriétés de mesure, mais ce que je voulais vous montrer, c'était que la cohérence interne là, avec le fameux alpha de Cronbach dont ça nous parlait plus tôt, c'est très, très populaire, puis c'est ce qu'on a trouvé le plus facilement pour à peu près tous les instruments. Mais quand on regardait les éléments de fiabilité, de tests d'hypothèse ou même de validité structurelle, bien, il y avait beaucoup moins de données qu'on pouvait utiliser. Ça fait que cette évaluation-là, même si on voulait être très complet dans notre approche, c'était difficile parce que les données n'existaient pas pour avoir un portrait complet par rapport à ça. Puis ce qu'on trouvait, c'était beaucoup autour de la structure interne, là. Et ici, ça fait que ce que je vous ai montré plus tôt, c'était l'appréciation de chacune des propriétés puis de la manière qui était faite. Ici, vous avez l'appréciation du degré de preuve là, pour chacune des propriétés. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la première évaluation qu'on fait, ben, pour chacun des instruments, on arrive à dire c'est quoi le degré d'évidence et est-ce que c'est positif ou négatif. Donc, ça nous permet d'avoir une appréciation assez complète finalement de tout ce qui est disponible comme instrument, puis de voir lequel est le plus approprié par rapport à notre besoin. Donc, les leçons puis les questionnements qu'on a au terme de cet exercice-là, ben en fait, je pense que nous, ce qu'on a beaucoup apprécié de faire ça, c'est qu'on est arrivé à avoir une appréciation détaillée des différents instruments existants. Donc, dans notre domaine, on avait une idée de ce que les gens utilisaient parce qu'on les croisait souvent dans les écrits. Mais là, on a vraiment fait une revue systématique pour identifier tous les instruments qui mesuraient ce construit-là auprès de cette clientèle-là, cette population-là. Et ça nous a permis d'en faire une appréciation détaillée, là, vraiment d'ouvrir ces instruments-là, puis de trouver tout ce qui soutenait ou pas leur utilisation. Une leçon importante, Céline en a parlé plus tôt, mais c'est l'importance cruciale de la validité de contenu. En fait, dans la méthodologie Cosmin, là, pour les revues systématiques, on dit que la première étape, c'est d'évaluer la validité de contenu et que si on n'a pas les données suffisantes, ben, on devrait même pas continuer l'évaluation parce que c'est pas euh, euh, dans le fond, si on n'a pas la validité de contenu, le reste n'est pas utile, là. On ne continue pas dans ces éléments-là. Donc, il y avait cet aspect-là. Cela dit, quand on regarde la documentation sur comment évaluer la validité de contenu, je vous disais, c'est un document d'une centaine de pages à part, là, au-delà de la méthode de revue systématique. Et c'est très, très difficile d'atteindre les critères Cosmin pour dire qu'il y a une bonne validité de contenu. Je vous donne un exemple. Quand on fait l'évaluation de la compréhensibilité, là, est-ce que les gens sont capables de comprendre les systèmes? Ben, ce qu'ils recommandent, c'est un minimum de 7 personnes qui vont faire une appréciation qualitative ou 50 qui vont faire une appréciation quantitative de la clarté. Puis dans plusieurs lignes directrices ou recommandations, ben, on dit prenez 30 personnes qui vont lire les items puis vont vous dire si sont clairs ou pas. Ça fait que déjà là, on est comme limité dans ce qu'on peut avoir comme données. Euh, Puis un autre enjeu qu'on avait, c'est que les gens souvent vont dire on a fait une validité de contenu, une validation de contenu, mais ils ne vont pas dire comment, puis ils ne vont pas entrer dans les détails. Ça fait qu'on a peu d'informations sur ce qu'ils sont allés chercher exactement, combien ils ont fait l'analyse, etc. Et ça, dans les critères Cosmin, ben, ça fait en sorte que ce n'est pas suffisant pour attester de la validité de contenu d'un instrument. Donc, si on s'était fié aux critères, ben, on n'aurait évalué aucun instrument. Donc, je vous le mentionne, là, nous, on a décidé de sortir un peu des règles parce qu'on trouvait ça important d'aller au bout de l'exercice, là, mais voilà. Puis, je vous en ai parlé un petit peu, mais tu sais, l'idée qu'on a 10 étapes en tout, mais ça se répète pour chaque propriété. Donc, nous, on a identifié au départ 5 instruments, mais après, quand on regarde, ben, il y avait 9 versions, il y avait 27 propriétés évaluées, ce qui fait en sorte qu'on avait 50 évaluations de risque de biais puis 50 évaluations du corps de chacun. Fait qu'au début, on se disait, ah, ça va être un petit exercice qui va nous prendre quelques semaines, mais là, finalement, ça a assez vite transformé en projet qui a duré plusieurs mois
pour arriver au bout. Fait que ça, c'est quand même important, surtout si vous êtes dans un domaine. Tu sais, je pense à Céline, on en parlait, l'évaluation du CIPOT, par exemple, qui est tellement utilisé puis qui est comme 77 types de validation, ben, ça serait une tâche colossale là, de faire une revue Cosmin de ces propriétés-là. On s'est questionné aussi sur la pertinence de l'exercice, parce que comme je vous ai parlé de validité de contenu, mais les critères Cosmin en général sont assez stricts. Moi, j'avais une réflexion sur la nature des résultats qu'on mesure. Tu sais, nous, on est dans une mesure de prise de décision, on est dans de la formation, c'est une appréciation personnelle de comment la personne se sent en confiance ou pas par rapport à sa capacité de prise de décision. On n'est pas non plus dans une mesure qui a des conséquences critiques, si je peux m'exprimer ici, ainsi, là. Donc, je me suis demandé à quel point de se conformer à des critères aussi stricts, c'était nécessaire, dépendamment de la nature des outils ou des outcomes qu'on mesure. Aussi, on n'a pas été capable de recommander aucun instrument, mais on a été capable d'en éliminer 3. Ça fait que ça, c'était quand même intéressant de dire qu'il y en a 3 qui ne méritent pas qu'on s'y attarde davantage parce que les données ne sont pas suffisantes, mais on a quand même identifié les meilleurs. Puis, l'idée est qu'on n'a pas recommandé un instrument précis, mais l'instrument qui présentait le plus de potentiel, ben, c'était celui qu'on avait déjà identifié à la base. Fait que, là, on est vraiment allé chercher un argument très, très solide et béton pour justifier ça, mais spontanément ou intuitivement, on savait déjà c'était lequel avant de commencer. C'est juste qu'on est allé chercher les arguments pour le faire. Fait que ça a demandé beaucoup d'énergie pour une réponse auquel on avait peut-être déjà une question à laquelle on avait déjà une partie de la réponse. Puis la dernière question que je veux partager, c'est on est quand même dans un domaine d'éducation, de formation, alors que Cosmin a été développé en santé. Donc, on avait une discussion avec Céline à cet effet-là, puis on n'a pas nécessairement la réponse, mais c'est quand même une observation intéressante pour tirer des leçons de cette expérience. Donc, on avait prévu, ça met fin en fait à notre présentation. On avait prévu une dizaine de minutes pour des questions, des échanges. Donc, on vous encourage à utiliser la fonction Q&R. Là, je ne sais pas, Marc-André, si je fais ton travail, excuse-moi. Vas-y. C'est bien correct, tu peux continuer. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation-là extrêmement intéressante. Je vais juste arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse bien tous vous voir. Donc, vous avez fait un très bon survol d'un domaine qui, au premier abord, surtout moi, je sais, lorsque j'ai commencé à la maîtrise il y a quelques années, que je n'étais pas conscient peut-être de toute la richesse de ce domaine-là, de toutes les différentes facettes, les concepts qui existent. On parle souvent de validité comme si c'était une chose unique. Un instrument peut être valide, non valide. Et comme vous l'avez bien expliqué, ça réfère en fait à tellement de concepts, de dimensions et d'aspects différents. Comme tu l'as bien dit, Patrick, puis comme on l'a dit aussi dans le chat, on invite les participants à poser vos questions en utilisant la fonction QR au bout de votre écran. En attendant que les questions arrivent, la première question que moi j'aurais pour vous, puis vous l'avez mentionné un peu les deux, le fameux alpha de Cronbach. Je sais que depuis plusieurs années, c'est une mesure qu'on peut entendre qui est peut-être surutilisée ou mal utilisée, ou une mesure par rapport à laquelle les gens peut-être s'en remettent beaucoup trop. J'aimerais un peu peut-être vous entendre avoir votre avis ou votre perspective là-dessus par rapport à l'alpha de Cronbach. Donc, est-ce que c'est une mesure qu'on devrait délaisser? Est-ce que c'est une mesure qu'on devrait repenser? Merci pour la question. En fait, ça reste pertinent, là. L'alpha de Cronbach reste pertinent pour des outils, des questionnaires qui ont plusieurs énoncés. C'est sûr que plus qu'il y a d'énoncés dans l'outil, ben, ça va influencer la valeur de l'alpha de Cronbach. Ce qui est recommandé, c'est un alpha de Cronbach entre 0.7 et 0.9. Fait que quand on a un alpha de Cronbach à 0.95, on peut se questionner. Est-ce qu'il y a des énoncés qui sont redondants dans le questionnaire? Mais en même temps, si c'est un questionnaire qui a 50 questions, bien, il y a des bonnes chances que l'alpha soit très élevé parce qu'il y a vraiment beaucoup d'énoncés. Fait que, il faut faire un peu la part des choses, puis il faut y aller un peu cas par cas selon les instruments. Peut-être un élément là, que j'aimerais attirer l'attention, c'est que des fois, dans les plus petites études de validation, des fois, bon, on prend plus qu'un temps de mesure, donc on va utiliser l'outil, mais on va répéter l'évaluation 2 ou 3 fois. Certains chercheurs, pas tous,
Mais certains chercheurs, disons que l'échantillon, c'est 30 patients et ils ont 3 temps de mesure, fait que ça leur fait 90 observations. Donc, il y en a qui vont faire leur alpha de Cronbach sur les 90 observations. Et ça, c'est une erreur importante parce que ça influence l'alpha de Cronbach à la hausse, parce que les 90 observations proviennent de 30 personnes. Donc, c'est certain qu'il y a une intercorrélation entre les temps de mesure pour chaque participant. Et ça va créer une certaine inflation dans l'alpha de Cronbach. Donc, je le vois beaucoup dans les mesures observationnelles, fait que c'est pour ça que je le mentionne. Puis tout ce qui est instruments qui sont plus des évaluations de risque, par exemple, ou des événements de vie, des stresseurs. Donc, si c'est des éléments qui ne sont pas nécessairement reliés entre eux, ben, l'alpha de Cronbach n'est pas pertinent dans ces cas-là. Merci beaucoup, Mme Gilda. Monsieur Larouche, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non. Ben, en fait, juste, ça va être rapide, mais c'est que moi, ce que j'ai observé en faisant la revue des écrits, c'est que souvent les gens font un alpha de Cronbach, puis après ils disent mon instrument est valide et fidèle, puis on se lave les mains après de dire on n'a pas besoin de faire d'autres tests, là. Fait que c'est pas qu'on est en guerre contre l'alpha de Cronbach, pas du tout, mais c'est juste l'idée de dire que peut-être qu'on devrait penser peut-être à la validité de contenu de manière un peu plus approfondie, puis de se rappeler que l'alpha de Cronbach, c'est pas l'ensemble de l'œuvre, là. Il y a d'autres éléments, d'autres propriétés à apprécier pour vraiment faire une évaluation rigoureuse et complète de la chose, là. Contrairement à ce qu'on voit actuellement, que les gens avec l'alpha de Cronbach sont vraiment s'en contenter. Merci beaucoup pour cet ajout-là. Une autre question qu'on aurait pour vous, puis vous l'avez abordé un peu les deux, l'aspect de ce qui est en lien avec l'interprétabilité des scores, ou des fois aussi de manière connexe, on va parler aussi du responsiveness. Moi, je sais que je viens surtout du domaine de la formation en sciences infirmières, et souvent, l'interprétabilité des scores, des instruments de mesure, se limite à dire si le score est plus élevé, c'est meilleur, on aime mieux ça, puis si le score est plus bas, peut-être qu'on aime moins ça. Puis souvent, on peut se demander comment est-ce qu'on peut améliorer l'interprétabilité de ces scores-là. Donc, à quoi est-ce que ces scores-là, comment est-ce que ces scores-là peuvent davantage nous aider, nous guider. Puis je me demandais un peu si vous aviez des pistes ou des réflexions en lien avec ça. Donc, comment est-ce que les auteurs, surtout pour les instruments auto-rapportés comme ça, qui mesurent souvent des concepts abstraits, comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'interprétabilité des scores? Une grosse question à 1000 piastres, ça. Ben, tu sais, moi, je pense que Vas-y. ça dépend beaucoup puis j'ai pas ton expérience, Céline, là, mais tu sais, spontanément, je dirais, moi, je vois que c'est beaucoup sur l'utilisation qu'on veut en faire. Puis, tu sais, l'interprétation, c'est beaucoup sur le message ou le sens qu'on veut donner aux Mhm. informations qu'on tire de l'instrument. Puis, tu sais, mon observation, c'est du côté de la formation, il y a rarement des tests d'hypothèse. Tu sais, au sens où on n'est pas capable de faire le lien avec quelque chose d'externe à l'instrument. Ça fait que souvent, on se contente du score, puis on dit, ben, en bout de temps, on est content. Mais c'est comme une approche, style, ça prend 60% pour passer, ouais, mais 59 versus 61, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puis c'est quoi le sens que ça a versus d'autres construits? Céline en a parlé, un défi qu'on a, c'est qu'on n'a pas de mesure étalon. Ça fait qu'on peut pas comparer avec quelque chose ou dire ben, si quelqu'un atteint 14 points de prise de décision, il est sécuritaire. C'est des construits qui sont tellement complexes, puis fait que c'est ça, mais peut-être une piste, ce serait de faire la comparaison entre différents instruments, de faire des tests d'hypothèse, tu sais, si on est capable d'établir une corrélation entre une mesure auto-rapportée puis de la performance en simulation, par exemple, ben, ça pourrait être une Mhm. avenue pour améliorer ou donner des pistes sur ce que ça veut dire au-delà de l'interprétation qu'en font les auteurs. Tu sais, je pense que d'amener ça dans l'empirique puis de comparer, ça reste toujours une bonne stratégie. Mais peut-être que Céline, tu as d'autres idées, là. Oh, ben, c'est excellent. Ben, en fait, le seul point que je rajouterais, c'est sûr que quand on est dans un domaine qui a une mesure de référence, moi, j'encourage à aller la chercher. Puis juste partager brièvement, quand j'ai développé l'échelle d'observation de comportement pour la douleur, en fait, c'est une échelle qui vise principalement les patients qui ne peuvent pas s'exprimer verbalement, qui ne peuvent pas dire ils ont combien, c'est quoi leur douleur, 0 sur 10. Le but ultime, c'est la clientèle qui ne peut pas communiquer sa douleur, finalement.
de façon verbale ou par signe. Donc, dans le processus de validation, euh, ben, c'était un incontournable que j'incluais un groupe de patients qui étaient capables d'auto-rapporter sa douleur pour être capable de contraster la mesure observationnelle qui est faite par l'infirmière versus qu'est-ce que le patient ressent vraiment. Donc, puis, ça m'est arrivé dans le processus de publication d'avoir des reviseurs qui connaissent pas trop la mesure puis qui répondaient, ben pourquoi vous incluez un groupe de patients verbaux si c'est pas votre population cible? Donc, mon argument, c'était, c'est la mesure de référence, ça prend au moins de l'information pour voir est-ce que l'échelle procure de l'information en lien avec la mesure de référence. Ça a permis d'établir un score seuil qui permet de déterminer lorsque la douleur devient importante et qui guide, dans le fond, la prise de décision dans la gestion de la douleur. Merci beaucoup, Mme Gélina. Donc, on retient bien de vos interventions cette idée-là de dire d'inclure d'autres mesures, des mesures étalons, un peu des gold standards dans le domaine, pour être en mesure justement peut-être de comparer ou de contraster les scores qu'on pourrait obtenir à une nouvelle mesure avec ce qu'on connaît déjà. Une autre question que j'aurais pour vous en lien avec les... Marc-André, excuse-moi de t'interrompre. S'il y a des questions dans le Q&A, il y en a quelques-unes. Je ne sais pas si tu les as vues. Oui, c'est là que je m'en venais après. Merci. OK, parfait. Une des questions qu'on a pour vous dans le Q&A, c'est qu'on parle justement de, puis vous l'avez abordé les deux de manière différente lorsqu'on parle de tout ce qui est validité de contenu. On a cette idée-là de dire, bon, on génère des items au départ, par exemple, avec une revue des écrits, avec des groupes de discussion. On peut faire un pré-test de l'instrument qui va amener peut-être à une adaptation ou à une correction de certains des items. Et une des questions qu'on a dans le Q&A, c'est de dire justement, ça peut être une spirale sans fin un peu, donc on peut faire ce raffinement-là des items sans arrêt. À quel moment est-ce qu'on détermine que cette étape-là est terminée? Donc, on considère par exemple que les items sont suffisamment complets, suffisamment clairs. Quand est-ce qu'on arrête de retourner vers les experts, qu'on arrête de retourner peut-être vers les participants? Je ne sais pas si vous avez des idées en lien avec ça. Ben, je peux peut-être rapidement donner une technique qui est assez aidante là, dans ce processus-là. Dans ce processus-là, c'est la technique Delphi. Dans le fond, euh, c'est d'atteindre un certain consensus à un moment donné, là. Donc, c'est sûr que si on veut épurer un questionnaire, généralement après 2 ou 3 tours, d'aller solliciter les experts, généralement au troisième tour, on atteint un consensus là, dans les énoncés à conserver. Je ne sais pas si Patrick, tu aurais quelque chose à ajouter, là. Ben, tu sais, pour l'avoir fait, parce que des fois, moi, je fais quand même de la traduction, sans nécessairement créer de toutes pièces, mais des fois, on traduit des instruments. En fait, c'est nécessaire là, dans mon domaine. Puis, on fait beaucoup de validité de contenu. Tu sais, on refait ce processus-là pour s'assurer puis rajouter des données à l'effet comme quoi c'est solide. Euh, Cela dit, quand on fait le pré-test, des fois, on se rend compte qu'il y a des items qui ne fonctionnent pas du tout. Puis là, tu sais, la question, c'est toujours à quel point on va modifier, au sens où si je modifie comme un mot dans mon item, ben, est-ce qu'il est relativement similaire à ce que les experts ont évalué, puis je peux quand même présenter les scores, ou bien il est tellement différent que là, on est ailleurs. Fait que, tu sais, la question est un peu dure à répondre parce que je pense que c'est toujours une question de situation, puis c'est un jugement là, qu'on doit poser selon. Moi, c'est beaucoup le degré de différence entre ce que les experts ont évalué et ce qu'on va proposer à la suite du pré-test là, qui me guide là-dedans, mais il n'y a pas de ligne tranchée, là. Merci beaucoup à vous. Il nous reste peut-être une petite minute pour une dernière question. Il y a des questions dans le chat qui sont beaucoup en lien avec, je vous dirais, l'adaptation culturelle ou des instruments des fois qui sont présents dans d'autres langues mais qui ne sont pas nécessairement disponibles dans la langue qui nous intéresse. Lorsque cette situation-là se présente, qu'un instrument a été développé par exemple ailleurs dans le monde, dans une autre langue, puis qu'on souhaite adapter cet instrument-là, le traduire pour notre besoin à nous, j'aimerais peut-être vous entendre sur peut-être c'est quoi les méconceptions que les gens peuvent avoir, peut-être les plus grandes difficultés ou les plus grands enjeux qui sont en lien avec peut-être l'adaptation culturelle ou la traduction d'instruments de mesure.
Mais moi, je peux vous dire, l'enjeu, c'est beaucoup le vocabulaire. C'est très, très difficile parfois de, tu sais, des mots qui sont faciles, puis des idées qui existent dans une langue, puis qu'on peut traduire dans une autre. Mais il y a tu sais, un exemple, c'est rapport en anglais, là, le rapport, mais ça, en français, ça n'a pas de sens, là. Puis il n'y a comme pas de mots pour traduire cette idée-là. Puis ça revenait dans les instruments qu'on essaie de traduire. Puis là, c'est comme un enjeu important parce que c'est une idée qui comprend tellement l'idée. Puis c'est comme un concept quand même abstrait, mais qu'en anglais, il est bien avancé. Fait que bref, c'est tout un défi d'amener ces éléments-là, puis de traduire l'idée réellement pour qu'il y ait une équivalence au final entre les deux versions, là. C'est ça l'enjeu de la traduction puis de l'adaptation. Puis et j'ai vu dans le chat rapidement, mais tu sais, la question de est-ce qu'on peut faire, je pense que c'est ça la question, là, on pourrait faire une revue Cosmine sur les instruments dans une langue spécifique. Tu sais, dans le fond, vous mettez les barèmes que vous voulez, puis vous pouvez sélectionner. Ça peut être aussi auprès d'une clientèle spécifique. Tu sais, vous pouvez dire, mettons, ceux qui ont été validés en milieu hospitalier, s'il y en a beaucoup. Je dis n'importe quoi, là, mais il y a vraiment un ensemble de paramètres. Tu sais, c'est des leviers avec lesquels vous pouvez travailler pour baliser un peu plus votre terrain de jeu. Voilà. Merci beaucoup encore à vous deux pour votre présentation aujourd'hui. Merci également pour les réponses que vous avez fournies aux questions. C'est le plus temps qu'on aurait ensemble aujourd'hui. Donc, merci encore à Mme Gina, Monsieur Lavoie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Pour notre part, nous, on va se retrouver dans 2 semaines, mardi le 6 février, pour un nouveau webinaire qui est intitulé Communiquer la science en santé plus qu'un simple résumé. Celui-ci va être animé par M. Vincent Gosselin-Boucher, qui est présentement stagiaire postdoctoral à l'Université de la Colombie-Britannique. C'est toujours possible de vous inscrire à ce webinaire et à nos autres activités en visitant notre site internet au www.risic.com. Merci encore à vous deux infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci également à tous les participants pour votre présence et on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye. Merci, bonne semaine. Merci.